Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de ce petit jeu Astronaut. Alors, je vais vous faire un aveu. Je n'ai pas aimé le jeu Aeon's End. Je sais, c'est une hérésie, je sais. J'avais récupéré la boîte Guerre Éternelle à sa sortie, et après quelques parties, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout le genre de jeu que j'appréciais, tout simplement parce que le deck building en soi, ça me déplaît pas, mais j'aime quand c'est dynamique, quand c'est rapide, et je trouvais que Aeon's End c'était beaucoup trop long à mettre en place. Euh, Quand je dis à mettre en place, c'est plus la montée en puissance est très très lente sur le jeu. J'ai trouvé que c'était un jeu qui était extrêmement punitif. Euh, Plus que punitif, en fait, je trouvais que j'avais l'impression que les adversaires prenaient plaisir, on va dire, à être vicieux et à nous défoncer la gueule. Alors vous me direz pourquoi je vous parle d'Aeon's End alors qu'on est sur une vidéo d'Astronaut. Et bien tout simplement parce que c'est les mêmes auteurs et c'est la même mécanique quasiment. Si ce n'est qu'ils ont allégé le mode de fonctionnement du jeu pour faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce petit Astronaut. Mais on va voir tout ça ensemble, je vais vous montrer un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce jeu-là, on commence avec une main de départ où on n'a pas beaucoup d'équipement, on va dire, et plus on va avancer dans le jeu, plus on va récupérer de nouvelles cartes qui vont nous permettre de progresser, d'être de plus en plus fort. On va pouvoir orienter nos personnages vers quelque chose d'un peu plus, on va dire, ou alors soutien, ou alors typiquement offensif, enfin voilà, on peut choisir un petit peu, et on va affronter des boss qui eux ont leur propre technique et mécanique de jeu. Ce qui est intéressant, c'est que du coup c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont devoir s'allier pour pouvoir affronter un ennemi commun qui peut être de plus en plus difficile. On va faire un petit peu un tour du jeu, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, là on est sur un plateau de jeu installé pour montrer un petit peu comment ça se passe. J'ai installé le premier boss sur les 4 présents dans la boîte de base. Donc ça c'est le premier boss, mécaniquement c'est on va dire le plus simple à comprendre pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc ce boss là a son compteur de points de vie, il a 60 points de vie au départ, il a sa pioche et ici il a déjà une défausse. Il a un autre deck ici, c'est un deck de cartes qui fait partie de sa mécanique de jeu, donc ces cartes là on les pioche uniquement quand le jeu nous le demande. Au niveau du personnage, donc on a plusieurs personnages avec chacun leur capacité. On a ici le compteur de points de vie, c'est-à-dire que dès qu'on perd des points de vie, hop, on déplace le curseur sur le nombre de points de vie qu'on a subi, etc. Donc on a facilement un visuel sur nos points de vie, c'est plutôt simple à comprendre. Je préfère cette mécanique-là, bien évidemment, à avoir des points de vie qui sont représentés par des petits cœurs comme ceci, et qu'on enlève au fur et à mesure. Je trouve que c'est plus parlant, ça. Et surtout plus simple à manipuler, plutôt que d'avoir à enlever, revenir, enlever, revenir. Ici, on a le système d'inventaire qui commence au niveau 1, donc on a un d'inventaire. L'inventaire, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à équiper de l'équipement. Équiper des armes pour attaquer. Mais ça, on va y revenir sur la mécanique de jeu. Et ensuite, la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est que lorsqu'on arrive à son maximum de puissance, on peut déclencher une capacité spéciale du personnage. Chaque personnage a ses propres capacités. Dans le jeu, on a plusieurs personnages et chaque personnage a ses propres capacités qui lui sont propres qui correspondent au perso. Donc on va avoir des personnages plutôt soutien, plutôt défensifs, plutôt offensifs, etc. Une fois qu'on a utilisé cette capacité, hop, notre compteur retombe à 0. Et ensuite, il faut le refaire évoluer pour pouvoir réutiliser la capacité du personnage. Le personnage au dos de ce personnage, on nous indique un petit peu de lore, donc le nom du personnage, etc. Donc ça c'est pour avoir du lore sur le perso. Et on a ici les informations sur sa main de départ, donc les cartes qui l'a en main au départ du jeu, au commencement, et le deck de départ, ça c'est les cartes qui sont de côté, qui pourront être utilisées par la suite. Comme c'est un deck building, on a un marché. Le marché, lui, il est en... comment on pourrait dire il est représenté par 6 catégories. Donc là, elles sont retournées pour le début du jeu, mais en principe, hop, au début, on retourne la première carte de chaque paquet. Et c'est la première carte de chaque paquet que l'on peut acheter. On ne peut pas acheter les cartes qui sont en dessous tant qu'on n'a pas libéré la carte qui est dessus. Hop, donc ça se représente comme ça. Les deux premières cartes, ce sont ce qu'on appelle des cartes carburant. Le carburant, c'est quoi? C'est ce qui nous permet d'obtenir de l'énergie.
L'énergie, elle sert à quoi? Elle sert justement à acheter d'autres cartes. En fait, sur chaque carte, on peut voir que ici on a un coût, c'est le coût d'achat de la carte. Elle coûte 4. Donc il faut que je dépense 4 ressources pour pouvoir l'acheter. Donc ici, ce sont les cartes les plus faibles, on va dire, puisqu'elles ne coûtent pas grand-chose, mais elles permettent d'augmenter un peu plus. Ici, ce sont des cartes un peu plus puissantes, un peu plus performantes, mais qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui vont rapporter énormément plus. Là, on a les cartes technologie. Les cartes technologiques, ça va être plutôt Bon, je vois ça un peu plus comme des cartes de soutien ou de défense. Et ensuite, ici, on a 3 cartes qui représentent des attaques. Alors, je suis désolé, hein, il y a pas mal de reflets parce que j'utilise des protections. Alors, je vais mettre peut-être comme ça pour éviter d'avoir trop de reflets. Donc, là, ce sont des armes. Nous avons les armes, on va dire, faibles, moyennes et fortes. Voilà, pour résumer assez basiquement. Ça, ce sont les armes qui vont coûter le moins cher, qui vont augmenter les dégâts, mais de manière, on va dire, assez simpliste. Là, on a des armes qui nous coûtent un peu plus cher et qui sont un peu plus performantes. Et là, on a les armes... J'ai même comme les pieds. Et là, on a les armes beaucoup plus chères, qui sont extrêmement chères, mais qui font des dégâts de raclure. C'est vraiment... quand on est un gros bourrin, c'est ce qu'on va aller chercher en premier. Mais pour pouvoir monter jusqu'à 7, on va dire, de ressources d'énergie pour pouvoir acheter ça, vous comprenez bien qu'il faut d'abord commencer petit, aller par ici, essayer de se stuffer avant de pouvoir aller chercher ces grosses cartes. Mais on va faire quelques tours de jeu pour vous expliquer un petit peu. Vous allez voir que c'est toujours plus simple à comprendre comment ça fonctionne mécaniquement quand on joue, plutôt que vous expliquer là comme ça. Une des dernières particularités du jeu, c'est cette partie-là, ordre du tour. Ce sont des cartes qui vont déterminer qui doit jouer. En fait, sur la carte, on a l'information à qui est le tour. Ce que je trouve intéressant avec cette mécanique-là, c'est que du coup, c'est pas une fois moi, une fois toi, une fois moi, une fois toi, etc. Non, c'est les cartes mélangées ici qui vont indiquer qui doit jouer en premier ou en second, etc. Juste un petit détail encore, en fait dans ce jeu, nous avons notre personnage, ou nos personnages si on est à plusieurs. On peut jouer seul avec 2 personnages, ou alors on peut jouer seul avec un personnage, mais ça implique 2-3 petites modifications. On a ici une ville, alors, qui est représentée par une carte. Chaque ville a sa propre carte, donc on a plusieurs villes dans le jeu de base. Voilà, on a plusieurs villes ici qui peuvent être mis à la place. Chaque ville a ses points de vie et une capacité, et des points de puissance pour pouvoir utiliser cette capacité. Là, j'ai pris la ville, on va dire, classique, on va dire, de départ, pour montrer un petit peu le fonctionnement du jeu. Donc, la ville, c'est un petit peu ce qu'on doit protéger avant tout. Donc ça, c'est représenté comme ceci. Il faut imaginer que c'est une créature, on va dire, intergalactique spatiale qui vient attaquer une planète, et donc on vient défendre la planète, donc la ville en question. La planète peut se défendre, donc la ville a des capacités pour se défendre, mais pour ça, il faut utiliser la puissance, qu'on pourra faire augmenter au fur et à mesure de l'aventure. Si la ville arrive à 0, c'est fin de la partie. Si votre personnage meurt, ce n'est pas forcément fin de la partie. Si lui, il n'a plus de points de vie, il est juste, on va dire, épuisé, mais il peut continuer à jouer. Il a encore des actions possibles. Surtout là, quand on joue à un personnage, avec un seul personnage, ce n'est pas grave s'il est épuisé, il peut continuer à se battre. Mais par contre, la ville prend le double des dégâts. Tant que la ville est en vie, c'est pas fin de la partie, on peut continuer à se battre. Donc tout notre objectif, c'est de défendre cette ville. C'est tout ce qui compte. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, déjà, on a des cartes en main. Ça, c'est les cartes de départ. Donc ça, c'est nos 5 cartes de départ qui sont définies par le personnage qu'on a pris. La première chose va être de tirer une carte ordre du tour. Donc on retourne cette carte, on voit ici joueur 1. Ok, c'est moi, puisque je suis tout seul. Donc là, on prend les cartes qui sont en main, et on regarde un petit peu ce qu'on a. Donc ici, on a un blaster. Le blaster, c'est, on va dire, l'attaque de base du personnage. Et ensuite, ici, on a l'attaque spécifique à ce personnage. Donc, le blaster, lui, il fait rien de particulier. En attaque, il fait 1 de dégâts. Le répéteur chronien du personnage, lui, il inflige 1 de dégâts lui aussi, mais on peut récupérer une arme de la pile de défausse et la remettre dans notre main. Et ensuite, on a des cartes ici, noyau de pouvoir, qui sont juste des cartes carburant. Ça, c'est les cartes de base qui nous permettent d'augmenter notre niveau, on va dire, d'énergie. Et l'énergie nous permet d'acheter des cartes ou d'effectuer, on va dire, des actions sur notre personnage. Et je vais vous montrer ça. Comment ça marche?
À notre tour, je peux pas juste prendre cette carte et dire paf, je lui fais un coup de blaster et je lui fais un dégât. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que cette arme, avant de pouvoir l'utiliser, il faut que je l'équipe. L'équipement, comme on l'a vu, va être déterminé par mon inventaire. Là, actuellement, je peux équiper une seule arme. Donc là, j'ai 2 armes en main, mais je ne peux en équiper qu'une. Donc, ou soit j'équipe mon blaster et je m'arrête là, et ensuite je vais acheter des cartes là-bas. Ou alors, ce que je peux faire, c'est me dire, bon, ben tant pis, je vais dépenser mes 3 pouvoirs, ici, donc 1, 2, 3, pour augmenter mon inventaire de 1. Puisque là, on ne le voit pas, mais sur le plateau du personnage, on vous indique combien de ressources il faut utiliser pour pouvoir augmenter son inventaire et augmenter sa puissance. Donc c'est 2 énergie pour augmenter 1 de puissance, 3 d'énergie pour augmenter un inventaire. Donc je vais utiliser ça, paf, pour augmenter mon inventaire de 1. Du coup, je passe à 2 d'inventaire, ce qui fait que cette deuxième carte, je vais pouvoir l'équiper. Ces cartes-là partent en défausse. J'ai plus de cartes en main. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon deck de pioche, on va dire, et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça tombe bien, il y en avait 5. J'ai ces 5 cartes en main, j'ai le droit de les consulter, puisqu'elles sont dans ma main, mais ce sera pour mon prochain tour. Là, je ne peux rien en faire de ces cartes-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va révéler l'ordre du tour, savoir qui joue maintenant. C'est le tour du boss. Ok, au tour du boss, on a 2 étapes à vérifier. On a l'étape ordre, là on n'en a pas, puis on a l'étape de pioche. Donc on va prendre la pioche du méchant, prendre la première carte, la retourner et voir ce que c'est. Ici on a un dévoreur de monde qui est un serviteur qui a 4 points de vie. Donc ce qu'on fait, alors bon, j'ai pas trop de place pour la vidéo, mais en gros dans l'idée, c'est que on équipe, hop, le méchant en dessous du boss. On va se mettre un peu comme ça, tac, tac, voilà. Ça, c'est son serviteur. Et là, on voit qu'on a ordre, un joueur subit 2 dégâts. Donc ça veut dire qu'il ne va pas le faire maintenant, sinon il y aurait écrit immédiat. Là, comme c'est un ordre, il le fait à son tour. Donc, moi j'ai tendance à fonctionner à l'envers, c'est-à-dire que j'ai tendance à préférer de lui mettre ses points de vie et les enlever au fur et à mesure. Ok, très bien. Ensuite, on repioche encore un ordre du tour, on retourne. Ah, c'est de nouveau au joueur 1 de jouer. Là, je vais pouvoir utiliser les armes qui étaient équipées ici. Donc ça, c'est la première chose à mon tour. Je regarde si j'ai des armes équipées. Si c'est le cas, je les utilise. Je ne peux pas faire mon tour tant que je n'ai pas utilisé ces cartes-là. Donc, on choisit un peu l'ordre dans lequel on veut les utiliser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... alors, j'ai un doute, je ne sais pas si on peut faire ça et ensuite reprendre lui, le remettre dans sa main. Ça, je ne sais pas. Donc, dans le doute, je vais pas le faire. Ce que je vais vous montrer, c'est... donc là, ça fait 2 de dégâts. On lui fait 2 de dégâts, on va dire, au sbire, au serviteur. Donc, il perd 2 points de vie. Et ces 2 cartes-là, paf, elles partent dans ma défausse. Les serviteurs ne protègent pas forcément le chef. J'aurais très bien pu attaquer le boss et laisser le serviteur en vie. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais attention, on a parfois certains cas de figure et certains monstres qui, eux, ont une défense augmentée et améliorée, ou alors vont faire plus de dégâts en fonction du nombre de sbires en jeu. Donc là, je continue mon tour. Pareil, j'ai des cartes, j'ai un blaster que j'équipe, puisque je peux en avoir jusqu'à 2 maintenant, et maintenant j'ai 4 ressources. Avec 4 ressources, pour vous montrer un petit peu, je vais prendre celle-ci. Celle-ci me dit quoi? Que au lieu de gagner 1, comme sur mon noyau de pouvoir là, je gagnerai 2 d'énergie, et je peux détruire la première carte de l'une des piles de réserve. Ça permet tout simplement, si jamais, par exemple celle-ci ne me plaît pas, je peux hop, la détruire, comme ça on révèle directement la prochaine. Parce que celle-ci, bah, ça ne fait pas partie du style de jeu vers lequel je veux m'orienter, et elle me bloque pour pouvoir aller chercher et aller creuser d'autres cartes qui m'intéresseraient. Donc ça, comme je viens de l'acheter, elle part directement en défausse. Et ces 4 cartes-là, comme je viens de les utiliser, ben c'est pareil, elles partent en défausse. Là, je devrais tirer maintenant 5 cartes, sauf que je n'ai plus de cartes en jeu. Toutes les cartes sont ici, dans la défausse. La mécanique du jeu, et qui était un peu un héritage de Aeon's End, c'est qu'on ne prend pas les cartes de défausse et qu'on mélange, non.
On prend juste ce paquet et on le retourne. Et on le met à côté. Ce qui fait que les 5 prochaines cartes que je vais récupérer maintenant étaient les dernières cartes que j'ai défaussées. Et avec cette mécanique-là, ça va nous donner une stratégie, puisque du coup, on va pouvoir positionner les cartes que l'on souhaite dans la note des fosses, de façon à ce qu'au prochain tour, elles soient toujours devant, etc. etc. Bon là, j'ai oublié, j'ai dépensé 4, mais en fait, j'ai acheté une carte à 2, donc je vais augmenter avec 2, je vais juste augmenter 1 de puissance. On tire la prochaine carte ordre du tour, et là, on est sur une carte un peu spécifique, qui nous indique, c'est ou soit au joueur 1, ou soit au joueur 2 de jouer. Ça, c'est dans une cas de figure où on serait 2 joueurs. On a un petit jeton, que je n'ai pas sorti parce que là, en l'occurrence, il ne me sert pas, puisqu'on a tout un tas de petits jetons qui indiquent le numéro des joueurs, comme ceci. Et on a des jetons qui indiquent qui a la même carte, hein, 1 et 2. En fait, ce jeton, un joueur le possède. Lorsque cette carte arrive, c'est à lui de jouer. Et ensuite, il passe ce jeton à son coéquipier. De cette manière, quand cette carte ressortira, ce sera au coéquipier de jouer. Là, comme je suis tout seul, comme je suis avec un seul personnage, cette carte, forcément, indique que c'est à mon personnage de jouer. L'intérêt de cette carte-là, on va dire, c'est que des tours du boss, il y en a toujours 2 dans le paquet. Ça permet donc que notre joueur joue un tour de plus. Comme c'est à mon personnage de jouer, là pareil, un petit coup de blaster, je vais donner hop, un petit coup sur lui, le blaster est défaussé. Je vais équiper mon blaster et de nouveau le répéteur prognien, et je de nouveau 3. Et donc pour 3, je vais acheter cette carte-là, qui pareil me rapporte 2, et en plus me permet de détruire un carburant dans ma main. Un carburant, c'est quoi? Ce sont ces cartes-là, c'est écrit dessus, de toute façon, carburant, c'est les cartes de ressources. Par exemple, ces cartes, au début, c'est intéressant parce qu'elles nous permettent d'acheter, mais assez rapidement, on va se rendre compte que ces cartes-là, elles nous prennent de la place, puisqu'on ne doit avoir que 5 cartes en main. Là, c'est 3 cartes pour 3 points d'énergie. Au bout d'un moment, on ne veut plus les voir, ces cartes-là. Donc, ça permet de les défausser au fur et à mesure. J'ai plus de cartes en main, j'en pioche 5 de nouveau. On retourne l'ordre du tour, c'est le tour du boss. Donc, première chose qu'on fait, c'est regarder les ordres. Donc là, l'ordre, c'est le dévoreur qui dit ordre, un joueur subit 2 dégâts. Donc là, je suis tout seul, je prends mes 2 dégâts. Ensuite, on tire une nouvelle carte pour le boss. Là, c'est un assaut qui dit le monde subit 3 dégâts et augmenter la piste d'artilleur de 1. Donc le monde, la ville qu'on défend, se prend 3 de dégâts. 1, 2, 3, hop. Donc elle aussi commence à subir quelques attaques. Et augmenter la piste d'artilleur de 1. Ça, c'est la mécanique de Furion, c'est la mécanique de ce boss. Il a un système ici d'artillerie jusqu'à 9. Donc là, on monte à 1. Ça, c'est assez simple à comprendre, c'est expliqué ici. En gros, dès qu'il arrive à 3, on voit qu'il y a un petit effet sur le 3. Dès qu'il arrive à 3, il se passe un événement, et ensuite ça redescend. Ça retombe à 0. Mais dans un tour, il peut le monter au-delà de 3, il peut aller jusqu'à 6, voire 9. Et s'il arrive à 9, ben, en fait, l'événement va se déclencher 3 fois. On retombe à 6, et comme il n'est toujours pas à 3, il refait l'événement, il le fait tomber à 3, et ensuite il le refait tomber encore une fois pour le faire tomber à 0. Donc là, il est à 1 pour l'instant. On peut voir que du coup, le boss n'a plus de pioche. Mais ça, pour l'instant, on s'en occupe pas. On laisse comme ça. L'ordre du tour, on n'en a plus. Donc, nos cartes hors du tour qui sont là, on les a toutes passées. On reprend la pile et on mélange. Et hop, on fait ça assez vite. Tac. On va le mettre comme ça. Et donc là, bah c'est parti, hors du tour, on retire. Ok, c'est le joueur 1 de jouer. Donc, je vais donner un coup de blaster qui va tuer ce serviteur. Ce serviteur, il nous dit que lorsque il est détruit, il ne retourne pas en défausse, mais il est détruit définitivement. Donc on va le mettre de côté. Le blaster est utilisé. Ensuite, ici, on nous dit que je peux infliger un dégât et je peux récupérer une arme de ma pile de défausse dans ma main. Donc dans ma défausse, j'avais justement un autre blaster que je récupère, que je mets dans ma main. Cette carte, elle fait un dégât, elle est défaussée. Donc en faisant un dégât, paf,
c'est pas terrible, mais j'ai mis un dégât au boss. Eh bien, on progresse. Donc à mon tour, je vais équiper de nouveau un blaster ici, et là, j'ai juste des ressources, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de ressources, c'est pas mal. Donc là, qu'est-ce que je peux faire avec 6? Je vais prendre ça à 4, et augmenter ici ma puissance, avec les deux qui restent. Ensuite, hop, je prends toutes ces cartes, je les mets en défausse. Je les mets en défausse dans l'ordre que je veux. Si je veux, je peux très bien mettre celle-là d'abord dans ma défausse, et ces 3 cartes-là, qui sont un peu des cartes poubelles, je les mets au-dessus. Comme ça, comme là, je ne peux plus tirer de cartes, quand je vais les retourner, ben, ces cartes-là seront, hop, automatiquement au fond. 1, 2, 3, 4, 5. On prend nos 5 cartes. On se retrouve donc avec de nouveau un blaster et la carte qu'on a achetée tout à l'heure. Ordre du tour. Tour du boss. Ah, là c'est intéressant. On ne peut plus piocher. Et comme on ne peut plus piocher, et ben du coup on prend le deck, et donc l'intégralité du deck cette fois, avec les cartes qui ont le petit plus. On mélange tout. Et comme on a dû remélanger le deck du boss, c'est bien le boss va gagner un niveau. Donc là, ici on a des petites plaques avec les niveaux de boss. Cette plaque, on la met ici pour indiquer que le boss maintenant est de niveau 2. Immédiatement, quand il est niveau 2, il augmente les points de vie des serviteurs de 4 points de vie. Donc en plus de leurs points de vie, ils ont 4 PV en plus. Et à chaque tour, il a un ordre qui indique d'augmenter la piste d'artillerie de 1. Donc à chaque tour, maintenant, il va pouvoir augmenter sa puissance. On va pas faire l'ordre parce qu'on vient de level up. En fait, l'ordre se récupère au début du tour. D'abord, on joue les ordres et ensuite on pioche. Et c'est lorsque l'on pioche, qu'on n'a plus de cartes, que l'on doit refaire la pioche. Et quand on refait la pioche, c'est là qu'il progresse. Donc pour l'instant, on est dans la phase de pioche. On n'est plus dans la phase d'ordre, elle est passée. Mais il a grimpé de niveau. Donc, première carte qu'on pioche, c'est quoi? C'est un assaut. Un barrage titanesque. Le joueur avec le plus d'inventaire subit 2 de dégâts et défausse une carte de sa main, augmenter la piste d'artillerie de 1. Donc, évidemment, comme je suis tout seul, ben, je subis mes 2 de dégâts. Je dois supprimer une carte de ma main, ben, je vais dire que celle-là, je la défausse, voilà. Et lui, il gagne un point de puissance d'artillerie. Ok. Nouvel ordre du tour. Ok, c'est le tour de mon personnage. Bon, ben là, rien d'extraordinaire. Je vais faire un coup de blaster. Je vais lui faire un dégât, et c'est tout. Je rééquipe un autre blaster, et maintenant j'ai 4 de ressources, et je peux supprimer une carte carburant de ma main. Donc avec 4 de ressources, je vais aller chercher celle-là à 3, tant pis, et je vais supprimer cette carte de mon jeu. Complètement, définitivement. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, vous avez compris un petit peu la mécanique de jeu. Maintenant, on enchaîne. Ordre du tour. Ok, c'est au boss de jouer à nouveau. Là, ici, on a donc un ordre. Augmenter la puissance d'artillerie de 1. Paf, elle est augmentée. C'est ça, on le fera à la fin de son tour. Ensuite, on tire une carte. C'est de nouveau un assaut. Le monde subit 3 de dégâts. Augmenter la puissance d'artillerie de 1. Donc, elle remonte de 1. Le monde subit 3 dégâts. Ensuite, comme c'est la fin du tour du boss, on va lire ce qui est écrit ici. À la fin du tour du boss, si la pièce d'artillerie est à 3 ou plus, appliquez les effets suivants. Piochez et appliquez les effets de la première carte du deck artillerie, placez-la ensuite dans la pile de défausse. Descendez de 3 sur la piste artillerie, répétez jusqu'à ce que la piste d'artillerie soit en dessous de 3. Voilà. Donc du coup, on prend une carte. C'est un missile cosmique de siège. Le monde subit 4 de dégâts. Voilà. Tout simplement, il vient de mettre 4 de dégâts au monde. Donc là, ça descend très très vite. Et une fois que ça c'est fait, hop, on redescend de 3. On n'est pas au-dessus de 3 ou égal à 3, non. Alors c'est bon, on a terminé. On tire une nouvelle carte ordre du tour. C'est le tour du joueur à nouveau. Et c'est parti.
on continue, on attaque avec un blaster, on lui fait un dégât, on équipe, hop, différentes armes, on a des ressources, donc là en l'occurrence 4, qu'on dépense pour aller acheter de nouveau de l'équipement, etc., 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 etc. Donc là, vous avez vu un petit peu le fonctionnement du jeu, dans l'idée. Si on met trop de temps à jouer et que l'ennemi passe au niveau 3 et que, pareil, on épuise de nouveau son deck alors qu'il est déjà niveau 3, eh ben, c'est fin de la partie, les héros, on va dire, ont perdu, puisque l'ennemi est devenu beaucoup trop puissant pour eux. Voilà, je vous ai montré un petit peu, un petit tour de jeu de ce Astronite, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Quoi dire, quoi dire, quoi dire? Eh bien écoutez, moi je trouve ce jeu vraiment très 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 sympathique. Là où, comme je l'ai dit, je n'avais pas trop apprécié Alion's End, qui en plus est dur à prononcer, je me retrouve plus dans ce Astronite. Pourquoi, comment? Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, je vais vous dire moi mon ressenti par rapport au jeu. Je pense que Alion's End est une saga de jeu qui est beaucoup plus riche en termes de contenu, il y a énormément de choses. Euh, c'est une saga de jeu qui a une forte expérience, puisque il y a beaucoup de boîtes qui sont sorties entre-temps, beaucoup de dérivés avec un mode Legacy, etc. Donc je pense que c'est des jeux qui ont un succès et qui ont su s'améliorer au fil du temps. Je trouve que Astronite profite vraiment de l'expérience des créateurs et des développeurs sur les différentes années avec lesquelles ils ont travaillé sur Alion's End. On sent que le jeu est affiné, retravaillé, re-réfléchi. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, ce que je n'ai pas apprécié dans mon jeu Guerre éternelle, c'est que je trouvais que le jeu était beaucoup trop long. La mise en place était pénible, et le jeu était très long à se préparer. C'était vraiment la même mécanique de jeu à quelques détails près, c'est-à-dire qu'on avait aussi cette mécanique de je prépare mes cartes à l'avance, mais comme c'était des sorts, donc on incantait les sorts, on préparait les sorts, mais il fallait les poser dans des emplacements spécifiques pour pouvoir lancer des sorts. Enfin, il y avait toute une mécanique qui était très lourde à jouer, même la création du deck du monstre, on mélangeait son deck de monstre avec des cartes de base, il avait des jetons de puissance qui devaient s'augmenter, enfin... Je trouvais qu'en soi, c'était pas mauvais, euh, mais si je dois jouer une grosse aventure, j'ai tendance à préférer jouer une grosse boîte avec des grosses figurines et sur une campagne. Je trouvais ça très compliqué de passer 1 voire 2 heures sur une partie qui à la fin ne m'apportait rien et qui était juste une grosse campagne où on allait, on va dire, enfin, une grosse partie où on allait subir. Parce que ce que j'ai ressenti vraiment sur Alion's End, c'est sa difficulté. Je trouve que le jeu était extrêmement punitif. Et alors attention, il faut du challenge sur les jeux coopératifs, et c'est plaisant d'avoir un peu de challenge sur les jeux coopératifs. Mais là, c'était à la limite du sadisme en fait. Je trouvais le jeu extrêmement sadique, extrêmement punitif, extrêmement sévère. Moi, ce qui me plaît avec ce Astronite, c'est que je trouve que le jeu est rapide à installer. Donc là, on l'a vu, on va dire chaque boss a son propre deck. Chaque boss a son propre deck. Donc des boss, on en a 4 dans la boîte de base. On a des boîtes comme ceci dans lesquelles on range nos boss. Et je trouve que c'est hyper simple, hyper malin, c'est facile à prendre en main. On sort les cartes, on les met en place, on joue. On n'a pas à mélanger avec des cartes de base du jeu et ensuite les reséparer, etc. C'est un peu pénible. C'était un peu pénible, je trouvais ça. Donc je trouve le jeu beaucoup plus simple à mettre en place, plus simple, dynamique à jouer, vous l'avez vu. Ordre du tour, on envoie, on tape, on envoie, on tape, on envoie, on tape. Et du coup, ça rend la défaite moins frustrante. Là où il fallait 1 heure et demie, voire 2 heures de partie pour jouer à Alion's End, là, en 30-45 minutes, on a fait une partie. Si au bout de 20 minutes, je sens que la partie, elle part mal, ou je suis en train de me faire défoncer, bon, ben, ce que je fais, c'est que je m'embête pas la vie, je recommence, c'est pas grave, parce que du coup, c'est moins frustrant de dire j'ai perdu que 20 minutes, je peux relancer, j'ai pas eu un bon jet, etc. Sur Alion's End, c'est beaucoup plus complexe, puisque bon, au bout d'1 heure, on s'est fait défoncer,
Là, quand je sentais que c'était terminé et qu'en fait, c'est un jeu qui avait ce système de momentum. À partir du moment où on n'a pas de momentum, ou à partir du moment où on sent que on n'arrivera pas à s'en sortir, bah, c'est l'effet boule de neige, quoi. Au bout d'un moment, c'est impossible de s'en sortir. On n'arrive pas à reprendre le lead, donc et pendant 1 heure, on se fait bully, pendant 1 heure, on se fait taper dessus sans rien pouvoir faire, et c'est extrêmement frustrant. Alors attention, il y a des choses qui étaient très très bien dans Agent End qui n'ont pas été reprises ici, je pense, justement pour faire la dynamique. Je pense en l'occurrence au système de marché de Agent End, puisque le système de marché ici, si on repart sur la caméra vidéo, en fait le système de marché qui est ici, les cartes qui sont dans chaque catégorie, on peut avoir plusieurs exemplaires de la même carte, parfois 2 exemplaires, voire 3, etc. Mais on est à chaque fois sur des paquets complètement différents. Ce qui change de Ayant Hand, c'est que dans Ayant Hand, on constituait notre marché avec toujours les mêmes cartes, un peu comme dans Dominion. C'était toujours les mêmes cartes qui étaient présentes dans les différents paquets. Là, j'avoue que j'aime beaucoup cette notion un peu plus random, un peu plus aléatoire. Dans Alliance End, encore une fois, l'aléatoire n'était que à la création. On pouvait, de manière aléatoire, générer notre marché, mais une fois qu'il était généré, toutes les cartes qui étaient présentes étaient les mêmes dessous. Là, je trouve ça différent, mais limite plus intéressant, du moins de mon point de vue, parce que je trouve que c'est beaucoup plus dynamique et que quand je commence une partie, je sais pas si je vais faire une spé plutôt offensive, défensive, une spé plutôt, je sais pas moi, soutien ou autre, j'en sais rien. Et ça va être déterminé par les cartes que je vais trouver au fur et à mesure. Et donc je vais équilibrer mon personnage un petit peu comme ça, et je trouve ça vachement intéressant. Au final, bah oui, j'ai préféré ce Astro Knight. Encore une fois, ce qui va me manquer dans ce jeu, c'est un système de campagne ou de mission. Pour l'instant, on est juste sur l'affrontement de boss bêtes et méchants. Petite chose à noter aussi qui peut être intéressant, c'est que chaque boss a un mode de difficulté augmenté, a 2 modes de difficulté. C'est-à-dire que là, donc, j'ai présenté un peu Furion sur ses mécaniques, mais on peut avoir un mode cauchemar ou expert de Furion. Donc c'est-à-dire qu'on va augmenter ses capacités. Tous les monstres, donc les 4 monstres du jeu, ont 3 modes de difficulté au final, le mode normal, cauchemar, expert. Donc au final, je trouve ce jeu plus intéressant. Encore une fois, il y a une chose qui pour moi est très importante à dire aujourd'hui et qui fait partie de nos vies, hein, euh, c'est que là où j'aime mes gros jeux à campagne qui vont mettre des plombes et des plombes et des plombes, avec des scénarios, avec plus de 130 scénarios comme un Frosthaven qui va durer des années. J'adore ce genre de jeu sur lequel on a cette évolution sur le long terme. A contrario, après avoir bossé pendant 8 heures, eh bien parfois j'ai envie tout simplement de me poser sur un petit jeu, tranquille, chill, pépère, et je trouve que ce Astro Knight fonctionne très bien. Il m'arrive parfois de le sortir sur la table basse du salon, pendant que ma compagne est en train de lire un livre ou de regarder ou de jouer à un jeu vidéo à côté. Enfin, moi je me mets à côté d'elle, je fais mon petit jeu sur la table basse, on discute de la journée. Tiens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah oui, machin, il t'a dit ça. Enfin, alors que mes gros jeux de campagne, bah ça, je suis obligé de m'isoler ici pour pouvoir les jouer. Donc je prends 1 à 2 heures, on va dire, dans le week-end pour jouer à mes gros jeux. Et c'est pas un temps de partage. Alors, euh, il y a des jeux avec lesquels on joue à deux avec ma compagne, hein, puisque là, vous voyez, j'ai un Dorf romantique, par exemple, ça, c'est le genre de jeu que nous, on fait à deux. Donc on aime les jeux de vidéo, les jeux de société tous les deux, donc ça, c'est une chance. Mais il y a des jeux qu'elle aime moins que moi, bien évidemment. Et tout ce qui est deck building, c'est pas trop son truc. Donc du coup, c'est vrai que euh, ça, c'est le genre de jeu, c'est le genre de petit bonbon auquel je vais jouer tout seul dans mon coin. Mais comme je l'ai dit, justement, bah, ça, c'est un jeu qui est compact. En plus, même la boîte, elle est assez simple à transporter. Enfin, je veux dire, ça, c'est un petit jeu qui se sort rapidement, qui se joue rapidement. Je trouve que c'est un jeu qui m'apporte cette légèreté-là dans le monde du jeu. Moi qui suis plutôt fan de grosses boîtes d'aventure, je trouve que ça m'apporte de la fraîcheur, ce petit côté, ouais, comme j'ai dit, ce petit bonbon que je vais jouer une fois de temps en temps sur la table basse. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui fait plaisir. C'est un jeu qui fait plaisir, là où j'avais pas accroché à Aeon's End. Alors attention, encore une fois, Aeon's End, je n'enlève pas ses qualités, je comprends ses qualités. Juste, si j'ai 2 heures à passer sur un jeu, c'est pas sur un deck building que je vais les mettre. Je vais les mettre plutôt sur un gros jeu d'aventure.
Et surtout, un jeu comme Aliens Hunt qui est lourd au niveau de la mise en place, du temps d'installation, de préparation, etc., pour se faire violenter. Il est aussi possible, si le jeu on le trouve beaucoup trop difficile, ben, au lieu de mettre une seule carte, comme ceci, qui indique que c'est encore au tour du joueur 1, ben on peut en mettre 2. Ce qui fait que le joueur peut jouer 4 fois, au lieu de 3 fois dans la partie, du moins dans la manche. Et ça facilite bien évidemment grandement le jeu. Si je dois faire découvrir le jeu à quelqu'un, par exemple, je sais que on peut venir faciliter les mécaniques de jeu en ajoutant tout un tas de cartes comme ceci, comme la carte Joker par exemple, qu'on peut mettre en jeu. Le joueur possédant le jeton de Joker joue son tour, puis passe ce jeton à son voisin de gauche. Donc ça, c'est des petits bonus qu'on peut rajouter dans le jeu pour faciliter un petit peu plus. Et je trouve que toutes ces options supplémentaires font que le jeu, comment on pourrait dire, s'adapte à différents publics. Là où avant, Aliens Hunt, c'était le jeu est dur, vous allez souffrir. Point. Alors, je dis pas que c'est pas bien, encore une fois, hein, d'avoir des jeux difficiles. Je dis juste que j'apprécie qu'on puisse s'adapter en fonction de l'humeur et du plaisir de jeu de chacun. En fait, il y a un terme qui me revient souvent quand je joue à des jeux comme ça qui sont un peu difficiles et quand justement des gens me disent ouais mais le jeu est dur, le jeu je l'ai payé. Je veux dire ce jeu là, je l'ai acheté. J'ai acheté pour y jouer, j'ai acheté pour prendre du plaisir. Si je ne prends pas de plaisir, pourquoi dépenser mon argent? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, c'est moi qui ai acheté le jeu, c'est moi qui décide de comment j'ai envie de le consommer. Donc il faut bien se dire que le jeu de société, contrairement aux jeux vidéo, et c'est ça tout l'avantage, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Imaginez ça comme des boîtes à outils, avec tout un tas de possibilités. On vous donne des règles, qui sont des règles par défaut, mais si vous voulez modifier ces règles-là pour les adapter à votre plaisir de jeu, mais faites-le, faites-le. Et je vous encourage vraiment à faire ça. Je vous encourage vraiment à tester le jeu sous différentes façons, à ajouter des conditions, etc. Parce que c'est peut-être aussi comme ça qu'on va apprécier le jeu. La façon dont les auteurs ont créé le jeu n'est pas forcément la seule et unique façon de jouer au jeu. Et j'adore justement ces jeux qui sont des boîtes à outils, comme Maladoom par exemple, qui est un jeu dans lequel on vous donne des règles de base, et après on vous dit, mais faites ce que vous voulez. Ça vous plaît pas, mais modifiez-le. Cette mécanique-là, elle est trop frustrante, enlevez-la, enlevez-la. On l'a mis parce qu'il y a des gens qui donc ça à foutre de leur vie que de jouer à des jeux et de chercher de la difficulté avec l'optimisation. Donc on a mis un truc extrêmement difficile pour eux, pour leur faire plaisir, mais ceux qui n'en ont pas envie, mais on l'enlève, et vous allez quand même prendre du plaisir. Et ben voilà, et c'est ce que j'apprécie avec ce jeu-là, c'est que là aujourd'hui, c'est mon petit jeu plaisir d'après le boulot, où je peux y jouer rapidement, facilement. Là ce soir, j'ai pas forcément envie d'avoir trop de défis, je vais jouer en mode normal, je vais me rajouter une carte ordre du tour comme ça, hop, tranquille, pépère, comme ça me permet de tester un nouveau personnage, voir un peu mécaniquement comment il marche, voir 2-3 trucs. Tiens, ça y est, je me sens un peu plus à l'aise avec ce personnage-là. Bon, ben à ce moment-là, je vais peut-être modifier un petit peu, augmenter la difficulté du boss, changer 2-3 cartes, histoire de machin. On fait ce qu'on veut, et c'est ça qui est plaisant. Donc, est-ce que je vous recommande ce jeu? Oh, que oui, je vous le recommande, je le trouve incroyable. Vraiment, c'est un petit plaisir. Il vient juste de sortir, et pourtant, je me languis déjà d'avoir les suites, je me languis déjà de voir d'autres personnages, de voir d'autres boss, et surtout un mode mission, un mode aventure, ça, j'adorerais avoir un fil conducteur, un fil rouge, parce que pour l'instant, je vous avoue que l'univers, j'en ai un peu rien à foutre. Bon, oui, c'est de la SF, mais que ça soit de la SF ou de la dark fantasy, etc., pour moi, ça ne changerait rien. Ce qui m'importe, c'est les mécaniques. Et pour me donner envie, on va dire, de rentrer dans l'univers, ben pour ça, il me faut une histoire, il me faut un lore. Et même si on a du lore, on va dire, sur l'arrière des boss et l'arrière des personnages, là, en l'état, ça n'apporte rien à ma partie, donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, à partir du moment où c'est quelque chose qui serait justifié dans une campagne, alors à ce moment-là, j'apprécierais plus avoir du contexte. Là, je joue juste pour faire des parties, me taper sur la gueule avec le boss, et puis défoncer sa gueule surtout. Bien, chers amis, je m'arrête là parce que sinon je peux en parler pendant des heures et des heures et des heures et je m'arrête plus. Et après, au niveau du montage, c'est une catastrophe pour essayer de rendre ça fluide. Je vous dis à une prochaine fois. Là, je m'excuse, j'ai pas pu
les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas pu publier beaucoup de vidéos ces derniers temps. C'est assez compliqué en ce moment, ça le sera encore plus à venir, mais on va faire au mieux, ne vous en faites pas. Je vous invite aussi à suivre un petit peu mes différentes aventures, que ce soit sur Twitch ou sur des chaînes secondaires de YouTube. Donc on est toujours pareil sur du Yuka Studio, mais sur la version, on va dire, standard ou le Yuka Studio jeux vidéo. Je ne me suis pas encore lancé dans les lives jeux de société, mais c'est quelque chose qui me plairait bien, mais pour ça, il faudrait que je trouve un partenaire, parce que jouer un jeu vidéo et l'animer, je trouve ça assez difficile en live. Alors jouer un jeu de société tout en animant le live, c'est encore pire. Mais je désespère pas, j'espère un jour pouvoir motiver certains copains pour venir avec moi faire quelques lives jeux de société dans lesquels on pourrait bien rigoler. Voilà, merci à tous, à très bientôt, et je vous souhaite une très bonne soirée, et voilà, je vous invite à tester ce jeu et aller affronter des vilains pas beaux avec des coups de blaster. Bonne soirée, pourquoi bonne soirée? C'est pas le soir, on s'en fout.